Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal à marge du Forum Afrique-États-Unis d'Amérique qui s'est tenu à Washington, aux États-Unis, auquel a pris part le chef de l'État. Le président de la République a accordé un entretien exclusif à la radio France Internationale RFI. Dans cet entretien, le président de la République, Mahamadou Issoufou, a évoqué la situation sécuritaire au Sahel et les opportunités d'affaires qu'offre notre pays aux investisseurs étrangers. Suivons cet entretien. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Madame. Vous venez de participer au sommet États-Unis-Afrique. Le président Obama a annoncé hier une initiative pour 6 pays dont le Niger fait partie, avec un budget de 65 millions de dollars pour la consolidation des armées afin de sécuriser les frontières. Est-ce que vous pouvez me donner des détails sur ce programme ? Je pense que cette initiative permettra à ces pays de renforcer leur capacité de renseignement, leur capacité opérationnelle, puisque dans le cadre de l'initiative, les armées et les forces de défense et de sécurité, de manière générale, seront appuyées dans la formation, dans l'entraînement, dans leur équipement. Et j'espère que cette initiative permettra à l'Afrique de renforcer ses capacités de défense, parce que ce n'est pas normal, plus de 50 ans après l'indépendance, que nous soyons à traiter notre sécurité, que nous soyons à assurer notre sécurité par procuration, si je peux dire. Il faut que nous soyons en situation désormais de faire face nous-mêmes aux menaces. Pour revenir aux crises que vous évoquiez dans les pays frontaliers du Niger, au sud, le Nigeria, Boko Haram, c'est la région de Difa, je crois, qui est touchée. Comment faites-vous face? Il y a des réfugiés. C'est vrai que cette zone du lac Tchad qui est infestée par Boko Haram est une zone fragile. Moi, j'ai fait même la liaison entre la dégradation de la situation sécuritaire dans cette zone et la dégradation de la situation sociale, parce que vous savez que le lac Tchad est en train de s'assécher et cela a une conséquence sur le plan social. Il y a eu certainement un appauvrissement, une paupérisation de la population dans cette zone et cela a été un terreau sur lequel s'est développé le terrorisme de Boko Haram. Maintenant, comment on y fait face? Récemment, il y a eu des réunions à Paris et à Londres également pour voir comment les pays de la sous-région vont faire face ensemble à cette menace en mutualisant leurs capacités de renseignement et leurs capacités de défense. Toutes ces mesures sont en train d'être mises en place. Ça, c'est pour le sud. Votre voisin à l'ouest, votre voisin malien, est aussi en crise. Il y a des négociations en cours. Quelles sont les conséquences sur le Niger? Et là encore, quelle réponse pouvez-vous apporter? La situation s'est relativement améliorée au Mali, après l'intervention Serval, après l'intervention aussi des forces africaines, puis maintenant dans le cadre des Nations Unies. Il y a de nouvelles autorités qui sont en place, qui ont engagé des négociations à Alger avec le mouvement armé du Nord Mali. On porte beaucoup d'espoir sur ces négociations qui ont cours en Algérie, parce que moi j'ai toujours considéré que la situation sécuritaire du Mali est une question aussi de sécurité intérieure pour le Niger. Et la sécurité en Libye aussi, ça c'est votre frontière nord, c'est une véritable guerre civile qui est engagée en Libye et c'est une catastrophe pour le Niger. Nous on n'est pas surpris parce qu'on avait annoncé ça. Je me rappelle au sommet du G8 à Deauville et j'avais attiré l'attention sur le fait que si on ne prend pas garde, la solution qu'on va mettre en place en Libye risque d'être pire que le Mali. Je faisais allusion au risque de somalisation, je faisais allusion au risque que le pouvoir tombe entre les mains d'intégristes en Libye. Vous me disiez à l'instant que les pays d'Afrique ne peuvent pas sous-traiter leur sécurité 50 ans après les indépendances. En même temps, dans la crise libyenne, il y a peut-être une responsabilité internationale. Pour le cas de la Libye, je pense qu'il est urgent que le service après-vente qui n'a pas été fait après la disparition de Kadhafi puisse se faire. Notez que quand la décision d'intervenir en Libye a été prise, nous on n'était même pas au courant. On nous a mis devant les faits accomplis. Et malheureusement, c'est nous qui en subissons les conséquences. Ceux qui sont à la base donc, de cette situation doivent contribuer à la réparer. Passons au dossier économique, Monsieur le Président. Ce premier sommet États-Unis-Afrique a-t-il répondu à vos attentes? Je sais que vous avez énormément de rendez-vous, notamment avec des entrepreneurs. Ce premier sommet États-Unis-Afrique, le premier du genre, qui est donc un sommet historique, a vraiment répondu à mes attentes.
parce que d'abord le sommet a été précédé par un forum des affaires. Donc on sent qu'il y a une mobilisation, il y a une prise de conscience au niveau américain de l'importance économique de l'Afrique. En particulier, j'ai noté l'intérêt qu'il porte aux infrastructures. L'Afrique a besoin de routes, l'Afrique a besoin de chemins de fer, l'Afrique a surtout besoin d'énergie pour se développer. Et là, je constate qu'il y a un engouement. Avez-vous signé des contrats? Est-ce qu'il y a des engagements concrets? Alors, en ce qui concerne le Niger, j'ai eu des discussions avec des investisseurs qui sont intéressés à venir investir dans le secteur de l'énergie. On va déjà avec eux signer ce qu'on appelle des MOU. Donc c'est un premier pas. Les discussions vont se poursuivre. Même ce matin, j'étais avec une entreprise américaine qui investit dans l'exploitation du charbon. Je pense que pour le Niger, c'est surtout dans le secteur de l'énergie qu'il y aura des investisseurs américains qui viendront au Niger. Une question de politique intérieure, Monsieur le Président. En mai dernier, l'accord entre Areva et le Niger a enfin été signé et aujourd'hui, l'opposition nigérienne vous accuse d'avoir défavorisé le pays au profit d'Areva, d'avoir trop favorisé Areva. Moi, j'estime que l'accord que nous avons signé avec Areva après plusieurs mois de négociations est un accord équilibré, c'est un accord gagnant-gagnant. C'est un accord que nous avons discuté et négocié dans des conditions très difficiles, compte tenu du rapport de force sur le marché de l'uranium. Les prix se sont effondrés sur le marché de l'uranium, surtout après les accidents des centrales nucléaires à Fukushima au Japon. Mais je pense que nous avons pu obtenir un accord équilibré en faveur du Niger. Suite de ce journal à l'intérieur du pays, cette fois-ci, le ministère d'État à la présidence de la République, Albade Abouba, président du comité interministériel chargé d'organisation de la fête du 18 décembre 2014, a effectué ce samedi une série de visites sur les différents chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures dans le cadre du programme Dosso Soga. Des travaux avancent normalement à la satisfaction du ministre d'État Albade Abouba. Salamatou Ada et Mourou Abdou lors de cette visite sous une pluie. Ces visites, commençant par la cité du 18 décembre, où un complexe de 5 villages en construction, tout évolue bien et les chantiers avancent à pas de géants. Ensuite, par les infrastructures culturelles sportives. De l'arène au stade à la MJC, l'évolution des travaux est acceptable. L'arène est en chantier de réhabilitation par l'extension latérale de la tribune officielle et l'extension à hauteur du gradin pour augmenter ses capacités d'accueil, ainsi que la construction d'une nouvelle cabine de presse. Quant à la maison des jeunes et de la culture, elle est en travaux de réhabilitation par la reprise du gradin et de la tribune, sans oublier la réflexion du bureau de la direction régionale de la culture. Au stade, le ministre d'État à la présidence a donné l'instruction pour la construction d'une nouvelle tribune, devant faire face à l'ancienne tribune en réhabilitation et en extension. Ensuite, la visite a concerné la tribune officielle, les chantiers d'aménagement de la mare mythique de Sofa Colley, la case présidentielle, où 2 nouveaux bâtiments sont en construction en dehors de la réhabilitation de l'ancien bâtiment, la station régionale de l'ORTN, qui bénéficie d'une maison de presse et d'une case de passage. Pour le compte des infrastructures des casernes et services de défense et de sécurité, le ministre d'État à la présidence Albade Abouba a visité les chantiers de la direction régionale de la police, ceux de la garde nationale, de la compagnie des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, ainsi que des chantiers du 112e bataillon interne d'Agali. Au passage, il s'est arrêté sur le chantier de construction d'un hôtel appartenant à un promoteur privé d'une capacité de 67 chambres. Demain, 10 août 2014, c'est la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Une journée instituée en 2012 par l'Union africaine et dont le thème est cette année la charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local, stimuler le développement local durable en Afrique. En prélude à cet événement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a livré un message dont je vous propose de suivre Hassimi Massoud. La célébration de cette journée est d'autant plus justifiée qu'elle traduit le souci du gouvernement d'accélérer le processus de décentralisation. En outre, elle traduit les orientations stratégiques de l'axe 1 du plan de développement économique et social qui vise à renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du document cadre de politique nationale de décentralisation. La manifestation de cette journée pour la première fois dans notre pays revêtira un caractère symbolique. Elle visera à sensibiliser davantage les acteurs de la décentralisation sur la nécessité de lui donner pour l'avenir une vocation plus pédagogique dans le développement des initiatives favorables à la consolidation de la démocratie et à la promotion de la bonne gouvernance. Dans cette optique,
Il sera mis en place un système de récompense pour la reconnaissance et la promotion de l'excellence dans la décentralisation et le développement local. C'est pour moi ici l'occasion de rappeler l'engagement de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, et la détermination du gouvernement de la République du Niger d'imprimer une nouvelle dynamique au processus de décentralisation dans notre pays. Du reste, vous avez été les témoins privilégiés de cet engagement à travers les actions menées par mon département ministériel dans la mise en œuvre progressive de toutes les institutions devant concourir à l'approfondissement de ce processus. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner ici, pour m'en réjouir, le fait que notre processus de décentralisation gagne chaque jour un peu plus en lisibilité, en crédibilité et même en profondeur. Aussi, la célébration de la journée d'aujourd'hui me donne-t-elle l'occasion de relever avec satisfaction que le cadre juridique, institutionnel et organisationnel de la décentralisation a été consolidé, voire approfondi à travers notamment l'adoption de plusieurs textes complémentaires du Code général des collectivités territoriales, l'adoption du document cadre de politique nationale de décentralisation et son plan d'action prioritaire, l'adoption de la stratégie nationale de formation des acteurs de décentralisation et son plan d'action, l'opérationnalisation de l'ANFICT et l'adoption des textes sur la gestion du fonds d'appui à la décentralisation et du fonds de péréquation, l'adoption des textes portant répartition des produits de certains impôts et taxes rétrocédés par l'État aux collectivités territoriales, la mise en place du comité technique de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales, l'adoption prochaine en Conseil des ministres de la directive sur le processus de transfert des compétences et des ressources. Par rapport à ce dernier point, permettez-moi de souligner que le processus ainsi engagé permettrait d'aboutir très prochainement à un transfert effectif des compétences et des ressources aux collectivités territoriales dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique et de l'environnement, 4 domaines choisis par le gouvernement. Mesdames et messieurs, cette année, le thème retenu et célébré par l'Union africaine est la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local, stimuler le développement local durable en Afrique. Ce thème vise à prendre en compte la nécessité de la sensibilisation générale autour du projet de la dite charte qui s'articule autour des valeurs et principes de la décentralisation, de la bonne gouvernance locale et du développement local. Et puis je vous donne lecture de cette ordonnance de référé rendue le 9 août 2014 par le juge de référé du tribunal de grande instance de Zender. Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé en premier ressort à la forme rejetant les exceptions d'incompétence, d'irrécevabilité et de litispendance soulevées par le MNSD Nassara, recevant Albade Abouba, Mahamadou Zada, Wasalke Boukari, Alma Oumarou, Ada Chefou, Amadou Salifou, Siraji Isaka, Hassan Nili, Issoufou Oumarou en leur requête. Au fond, disons, il y a bien lieu de surseoir à statuer à l'exécution de toutes les résolutions issues du Conseil national du MNSD Nassara tenu le 2 août 2014 à Zender en attendant l'intervention d'une décision au fond ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours sur minute et avant enregistrement, condamnant le MNSD Nassara aux dépens. Voilà pour cette ordonnance de référé rendue aujourd'hui même par le tribunal de grande instance de Zender relativement à la tenue du Conseil national du MNSD Nassara à Zender qui a défrayé la chronique ce dernier temps. Suite de ce journal, le renforcement de la bonne gouvernance était ce matin à Difa au centre des travaux d'une conférence débat organisée par le projet Paix à travers le développement dans sa phase de PDF2. Le compte rendu de Adraman Boukari et Haruna Sanda. Cette conférence à débat organisée par le projet Paix à travers le développement s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne publique visant à faire de la bonne gouvernance une véritable réalité. L'objectif assigné à cette conférence organisée par le PDF2, c'est de permettre aux citoyens d'être largement imprégnés sur la question de l'impôt, de la mobilisation des ressources au niveau de la commune. Donc nous avons pris 2 angles, l'aspect religieux, où nous avons effectivement cherché un éminent pour essayer d'éclairer l'assistance par rapport à la position de l'islam sur l'impôt. Et ensuite, nous avons fait appel aussi à un spécialiste, notamment
receveur municipal de la préfecture pour éclairer les gens sur la mobilisation, le processus de mobilisation des ressources communales. Dans la série d'allocutions prononcées à cette occasion, outre celle du représentant du président du comité d'action communautaire, qui s'est d'abord réjoui de cette initiative qui mérite d'être soutenue et encouragée avant d'inviter les uns et les autres à prêter une attention encore plus soutenue aux différents exposés qui leur seront à présenter. L'on retiendra également celle de la coordonnatrice régionale du PDF2, Mme Fatih Amadou, qui a saisi cette opportunité pour rappeler les différentes zones d'intervention de son projet au plan national que régional, ses objectifs ainsi que les actions déjà réalisées par le PDF au niveau de la région de Difa. Pour finir, Mme Fatih Amadou n'a pas manqué de préciser à l'assistance que cette conférence entre dans le cadre de l'accompagnement des communes dans la mise en œuvre de l'objectif stratégique du PDF relatif au renforcement de la bonne gouvernance. Et le coordinateur du projet philo-socio a entrepris avec 3 experts maliens un voyage d'études dans la commune de Kardjibongo, dans la région de Dosso. Les membres de la délégation ont reçu d'amples explications sur le volet comportemental et le cash transfert. Ousmane Abdou et Moro Abdou. À Daoudade, dans la commune rurale de Kardjibongo, département de Dosso, après les mots de bienvenue du chef de village et du vice-maire, le coordonnateur de la cellule philo-socio, M. Ali Mori Maïdouka, s'est réjoui de la mobilisation massive des populations avant de leur demander de répondre à toute objectivité aux questions qui seront posées par les membres de la délégation. Ainsi, après un chant par les jeunes filles et un sketch sur l'hygiène et l'assainissement, 3 groupes, à savoir les relais communautaires, les groupements féminins Saï et Dogonei et les bénéficiaires ont répondu aux questions ayant trait au rôle des relais, aux problèmes rencontrés, aux conditions d'éligibilité, au fonctionnement des groupements, aux modalités de cotisation, entre autres. Les réponses à toutes ces questions ont fait ressortir que le seul village de Daoudade compte 25 enfants AME avec une utilisation dans tous les ménages de moustiquaires imprégnés, plus de 40 moutons et 24 chèvres achetés par les femmes et une alimentation saine. Dans le village de Fari, la délégation a assisté à une séance de paiement cash transfert et une sensibilisation sur l'utilisation de l'argent. Le coordinateur national s'est dit satisfait de cette mission. Les échanges m'ont permis de comprendre, en tout cas, qu'ils repartent très satisfaits de ce qu'ils ont constaté sur le terrain. Les dames, les ménages que nous servons de manière régulière, parce que comme vous l'avez constaté, nous sommes à notre 17e transfert au niveau de cette commune. Je me dis que voilà une mission qui repart très satisfaite. Lancement ce matin à Dakoro, dans la région de Maradi, du projet Initiative d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement dans les communes de Kornaka et Dakoro. C'est un projet financé par l'Union européenne à travers l'UNICEF. Les détails avec Kassoumotari et Sadoussi Garba. Le projet IAOMD est un programme financé par l'Union européenne à travers l'UNICEF, associant des interventions dans le domaine de la prévention de la malnutrition et des actions dans le domaine de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'ensemble des villages de 2 communes de Dakoro et Kornaka, au nombre de 270, seront touchés par ce projet, soit une population de 233 119 habitants, dont 45 225 enfants de moins de 5 ans. Dans son discours du lancement, le secrétaire général de la préfecture de Dakoro, après avoir remercié le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et l'ONG BFN pour cette initiative louable, Abou Maman a dit que toutes ces actions cadrent parfaitement avec les objectifs de la politique nationale de prévention de la malnutrition qui s'inscrit pleinement dans le cadre stratégique de l'ambitieuse initiative 3N, chère aux plus hautes autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou. Auparavant, le maire de la commune de Koro, Idi Hima, est intervenu pour demander à tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet à développer une meilleure synergie d'action, de coordination et d'intégration. Une visite guidée à l'hôpital de district sanitaire de Dakoro a permis aux participants à la rencontre de constater de visu le circuit de prise en charge des enfants malnutris. Occasion saisie par les responsables de mise en œuvre du projet IAOMD de mettre à la disposition de cet hôpital de district une vingtaine de matelas.
Cérémonie de plantation d'arbres ce matin au CEG El Hadji Timogo Samna Jibo de Dar es Salaam à Niamey. Elle est organisée par l'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger et c'est son directeur général qui a donné le coup d'envoi de la dite cérémonie. Ismaël Daouda et Bachir Rabou. Ce sont 200 plants d'arbres toutes espèces confondues qui sont en train d'être plantés ici au collège d'enseignement secondaire El Hadji Timogo Jibo Samna de Dar es Salaam par l'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger. Une façon pour Orange d'apporter sa contribution dans la restauration de l'espace vert du pays. Pour Orange Niger, cela participe à la politique de responsabilité sociale d'entreprise. Ce n'est pas la première fois que nous avons des actions dans ce domaine-là. Ça commence déjà par notre cœur de métier, le déploiement réseau. Au-delà de notre activité, nous participons à aménager le Niger, planter des arbres, c'est-à-dire donc participer à la protection de l'environnement, à la protection des sols. Les bénéficiaires, par la voix du directeur de cet établissement, en félicitent. Nous ne pouvons que féliciter Orange Niger pour cet appui combien inestimable qu'il vient de nous apporter. Comme le dit un adage, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Alors nous sommes en droit de dire que Orange Niger, qui a planté des arbres, n'a pas vécu inutilement au Niger et plus précisément au CEG Timogo Jibo et Samna en particulier. Orange Niger a planté et a fourni le matériel d'entretien, 200 grilles de protection, des sacs de fumée et des rouleaux de tuyaux de 100 mètres chacun. Il revient donc aux bénéficiaires de veiller à leur protection par le suivi et l'arrosage des plants. Et puis juste après ce journal, vous suivrez la rediffusion de l'intégralité de l'entretien que le ministre de l'Intérieur Assimi Massoudou a accordé hier à Télé Sahel, notre antenne, sur le classement de l'indice de développement humain du Niger 2014. Ce sera dans l'émission Grand Débat, Grand Dossier avec Moussa Hamani. La Caisse d'épargne de crédit Yachika tient depuis ce matin sa première assemblée générale ordinaire. L'approbation du rapport de l'assemblée générale constitutive, l'évaluation des rapports d'activité de la période de mars 2013 sont entre autres points à l'ordre du jour de cette assemblée générale. Bachir Harouna et Maria Madakou. À travers la présente assemblée générale, il s'agit en effet de rendre compte de la gestion faite à la Caisse d'épargne et de crédit Yachika, cette jeune institution de microfinance créée il y a de cela un an. Au cours de cette première assemblée générale ordinaire, les participants entendent également discuter en vue de prendre des décisions permettant à la Caisse de jouer favorablement son rôle, celui d'apporter une contribution significative aux efforts de développement du pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de rendre compte à travers des rapports des 3 organes. Les membres sont satisfaits du contenu de ce qui leur a été, disons, dit. Pour ce qui est des perspectives, nous devons encore davantage travailler pour que nous puissions être présents au niveau des régions. Ça, c'est un premier défi que nous avons devant nous. Le deuxième défi, c'est de faire en sorte que la Caisse d'épargne et de crédit Yachika soit, disons, dans les quartiers. Il faut que nous soyons dans les quartiers de Niamey. Il faut que nous soyons dans l'essentiel des groupements féminins. Il faut que nous soyons dans l'essentiel des organisations des jeunes de ce pays-là. Cette assemblée générale ordinaire permettra de se faire à la Caisse d'épargne et de crédit Yachika. Cette caisse, initiée par un groupe de Nigériens et Nigériennes porteurs de projets d'espoir, de tracer ces nouvelles lignes de conduite et d'approuver les rapports des différents organes qui composent l'institution. La société civile nigérienne a organisé ce matin à Niamey un meeting suivi d'une déclaration sur la fête dite des bébés importés du Nigeria. Elle fustige ce scandale et appelle tous les Nigériens pour qu'ils se dressent contre cette pratique et que les auteurs et co-auteurs répondent de leurs actes. Suivons un extrait de cette déclaration. Aujourd'hui, l'ensemble des Nigériens vivent cette affaire comme une honte et comme une saleté sur nos valeurs morales et religieuses. Ceux qui ont organisé ou participé à l'organisation de telles pratiques ont violé et rompu les liens qui les unissent
à tout ce que notre société a de plus cher, à savoir la sacralité de l'enfant qui est considéré dans toutes les sociétés humaines comme un don de Dieu et non un vulgaire bien marchand qu'on peut acheter au sud du Nigeria. Oui, l'enfant est un don de Dieu et il ne peut être acceptable qu'une société comme la nôtre soit complice par son silence ou sa tolérance d'un trafic qui porte sur l'achat d'êtres humains. Devant une telle forfaiture, il faut que le bras implacable de la justice frappe, qu'il frappe sévèrement pour l'exemple et pour notre dignité, qu'il frappe tous les maris et toutes les femmes, ainsi que tous ceux qui ont participé à ce projet immonde. Il faut que ceux-là qui prétendent nous gouverner, ou même nous donnent souvent des leçons, commencent par faire honneur à leur position politique en se mettant dès aujourd'hui à la disposition de la justice.